Derrière ce projet pilote de développement agroécologique et écotouristique pour la protection de la biodiversité et des terres dans le village de Tayap se cache une jeune Camerounaise, Anne-Flore Samek, que nous allons retrouver dans son verger. Suivez-moi et vous allez voir et comprendre. Voilà, nous sommes au verger de la promotrice du projet de Tayap, un projet qui fait parler de lui en bon et qui œuvre au développement communautaire des hommes et des femmes de ce village. Elle est juste à côté de vous. Bonjour Anne-Flore. Bonjour. Merci de nous honorer par votre présence et bien sûr d'être notre invité dans le cadre de cette édition. C'est un sport, hein, partir de là-bas pour ici. Vous le faites chaque jour également, vous aussi? Bien sûr, les champs ne se trouvent pas à côté des maisons. Donc il faut toujours parcourir soit 1, 2, 3 ou 4 kilomètres. Alors ici nous sommes dans quel type de champ? Dans une plantation de cacaoyers. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une telle idée? Bon, vous savez, la situation actuelle au Cameroun nous permet de rêver. Quand on ne trouve pas d'emploi et qu'on se demande comment on va faire pour vivre au quotidien, il faut savoir réfléchir autrement. C'est ainsi qu'il y a plusieurs façons. D'autres peuvent décider de vendre, d'autres peuvent faire de la couture, de la téléphonie et tout. Mais nous avons choisi de faire dans l'agriculture. Et puis nous avons essayé quand même de faire une agriculture que je dirais intelligente, où on associe plusieurs cultures à la fois. Ici, là, vous avez les cacaoyers et ailleurs, vous allez voir la banane plantain et les fruitiers. Alors, une idée comme celle-ci, c'est déjà quelque chose de bien, mais parfois, il faut l'associer aux moyens financiers. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir les moyens financiers? On ne part à partir de rien. Déjà au début, nous avons commencé avec nos propres moyens. L'exploitation n'était pas assez grande et puis par la suite, nous avons reçu un financement des Allemands, le site d'initiative qui nous a octroyé $8,000. Nous avons élargi notre exploitation et maintenant, c'est notre exploitation, c'est là où nous en sommes. Donc on part toujours à partir de quelque chose, on ne commence pas à partir de rien. Alors ce projet a trois axes prioritaires: l'agroforesterie, l'écotourisme et bien sûr la microfinance solidaire. Avec vous, nous allons aborder les différents aspects. D'abord pour le domaine en ce qui concerne l'agroforesterie. Alors quel est l'objectif recherché par le projet des vergers écotouristiques de Tayap dans cet aspect et dans cette dynamique? Le premier objectif d'abord, c'est de lutter contre l'agriculture itinérante sous brûlis et contre la déforestation. C'est ça notre premier objectif. Limiter l'agriculture itinérante sous brûlis, c'est pas toujours facile, mais notre but est quand même de limiter. Parce que nous connaissons tous les dangers de cette agriculture, donc il faudrait limiter maintenant, il faudrait un peu arrêter cette déforestation-là qui détruit nos forêts. Et la forêt fait partie de notre patrimoine culturel. Donc c'est ça notre but, limiter un peu cette déforestation. D'accord, nous allons avancer ici par quoi? Ce firmé, c'est cela, hein, l'agroforesterie, c'est cela également un verger écotouristique de Tayap. Alors, abordons l'angle éco-touristique. Tout à l'heure, nous avons au passage vu 2 cases. Dites-nous un peu plus sur ces 2 cases que nous avons vues tout à l'heure. Ces 2 cases ont été financées par le Jeff Small Grant du PNUD. Ça sert à héberger les touristes principalement, c'est-à-dire les touristes. Quelqu'un peut venir, pas seulement touristes étrangers, Douala, Yaoundé et autres. Parce qu'il y a des gens quand même qui veulent quand même vivre la vie du village et tout. Donc nous voulons quand même faire entrer cette activité ici et ça va permettre aux habitants de Tayap de se faire quand même un peu de revenus par peut-être la restauration, les sentiers des grottes à travers les guides touristiques et tout. Donc c'est pour faire connaître le patrimoine culturel du village. Effectivement. J'ai remarqué que ce sont des cases qui sont construites en briques de terre. C'était important pour vous que ce soit le matériel local qui soit mis en exergue? Oui, c'était important parce que nous ne voulons pas venir implanter quand même un château dans un village comme celui-ci. Il fallait faire des cases à base de matériaux locaux. Ça pouvait être en briques de terre, ça pouvait être en terre battue et tout, mais nous avons choisi les briques de terre pour la durabilité. Donc nous les avons conçues à base de briques de terre mélangées avec du ciment. Donc c'est pour ne pas perdre cet aspect
cet aspect culturel du village. Et quand un touriste arrive dans un village comme celui-ci, ce n'est pas un tourisme de luxe qui vient vivre. Il vient vivre autre chose. Il aimerait marcher dans les champs, il aimerait entendre les chants d'oiseaux, il aimerait peut-être planter un safou. Donc nous voulons leur offrir cela, ce genre de tourisme un peu différent. Alors on a remarqué que dans votre projet, il y a un volet, effectivement, vous parliez de ça, écologique également, à travers la plantation du moabi et d'autres arbres, d'autres espèces encore. Parlez-nous un peu de cet aspect-là. Pourquoi insister sur la nécessité pour tous ces agriculteurs qui lèvent les espèces dans votre pépinière d'implanter par exemple le moabi et toutes espèces d'arbres qui afférents? Déjà, il faut noter que ces espèces ont été ciblées par la communauté. Parce que, et nous avons ciblé 10 espèces pour leur durabilité, pour leur... en matière de revenus, en fait, ils ont un plus gros rendement en termes de rendement économique. Donc, nous avons ciblé ces espèces et en termes de durabilité aussi. Nous ne voulons pas une agriculture où tu plantes aujourd'hui et puis demain tu te demandes qu'est-ce que tu vas manger. Nous voulons une agriculture pérenne qui est durable et tout. Nous avons choisi un arbre comme le safou, le moabi. C'est vrai, il met du temps à produire, mais après là, tu laisses à tes petits-enfants, tu laisses à tes enfants. Pour nous, c'est en termes de durabilité que nous avons ciblé ces espèces. Alors, nous allons continuer notre interview en nous asseyant un peu. C'est quand même l'écotourisme que nous sommes en train de promouvoir. Ainsi, et nous savons que nous sommes habillés en jean. Donc, rassurez-vous, c'est un peu humide, mais bon, ça se comprend. Alors, Flore Samdik, quand on retrouve une jeune fille derrière un projet comme celui-ci, est-ce que finalement, les jeunes également de votre communauté adhèrent facilement à ce projet? Au départ, ils n'ont pas facilement adhéré parce que, comme je disais, les arbres comme le moabi font 50 ans pour produire. Et pour un jeune, lui, il veut de l'argent là. Donc pour lui, c'est de l'argent vite qu'il veut. Donc ça n'a pas été facile quand tu disais à un jeune, mais il faut entrer dans le projet, tu disais qu'un arbre comme le moabi, je ne vais pas le manger et tout. Donc ça n'a pas été facile, mais au fur et à mesure que le projet avançait, on a vu certains quand même qui commençaient à venir. Alors, l'émission que vous êtes en train de suivre est un programme du Village international des médias, le droit de vivre, une association qui sensibilise sur les dangers de l'immigration clandestine. Et permettez, avec vous, Flore, que nous abordons cet aspect. Est-ce qu'un projet comme celui-ci, pensez-vous que ça peut être une réponse efficace au problème d'exode rural de plus en plus efficient et très important dans notre société, surtout en ce qui concerne la jeunesse? Généralement, je ne donne jamais mon avis sur l'exode rural ou bien l'immigration clandestine parce que c'est à chacun sa manière de voir les choses. Je pense quand même qu'un projet comme celui-ci ne nécessite pas assez de moyens au départ. Donc, tout jeune vraiment peut s'investir. S'il veut s'investir, tout jeune peut s'investir et éviter cette catastrophe que nous appelons actuellement immigration clandestine. Mais malheureusement, les jeunes aussi ont perdu espoir en toute chose. Donc, ils pensent que la vie est meilleure en Europe. Moi, je dis souvent, peut-être mieux pour les laisser partir pour qu'ils essayent de voir comment ça se passe là-bas et de revenir. Un projet comme celui-ci est une solution quand même à ce problème. Alors, votre projet également a un volet microfinance solidaire. Parlez-nous un peu de cette terminologie, microfinance solidaire. C'est assez nouveau quand même comme concept. Oui, c'est nouveau comme concept parce que c'est une microfinance qui est axée sur les femmes. C'est-à-dire c'est une microfinance des femmes, il n'y a pas d'hommes. Et pourquoi le choix exclusif des femmes? Parce que généralement, nous considérons les femmes comme les minorités. Et on sait actuellement dans nos villages africains, que ce soit africains ou camerounais, que ce sont les femmes qui travaillent le plus la terre. Les hommes sont juste là parfois pour faire défrichage, abattage et autres, mais ce sont les femmes qui sont la matrice. C'est elles qui financent même l'école des enfants et tout. Mais parfois, ils n'ont pas assez de moyens. Parfois, il y a des femmes qui manquent même l'argent pour acheter la semence. Donc, pour nous, c'était un honneur qu'on voulait leur faire. Et puis, on a lancé ça pour qu'elles puissent s'entraider entre elles. Alors, quelles sont les difficultés? Parce que j'imagine, évidemment, qu'il y en a auxquelles le projet fait face. J'ai remarqué que pour venir à Tayap, les routes ne sont toujours pas très bonnes. Est-ce que lorsque le projet aura atteint sa phase de croisière, il sera toujours facile d'écouler tout ce que les uns et les autres auront eu à récolter dans les différentes plantations? Il ne sera pas facile d'écouler. Vous-même, vous constatez que pour quitter la route pour arriver ici, c'est tout un travail. Il ne sera pas facile d'écouler. Là, actuellement, nous sommes en train de réfléchir comment générer des partenariats avec les deux grandes villes, Yaoundé et Douala, pour pouvoir faire écouler facilement leurs produits. En espérant que d'ici là, peut-être que l'État va nous octroyer aussi la route.
ou bien l'électricité et tout, mais nous sommes en train de réfléchir autrement sur l'écoulement de tous ces produits-là. Alors, effectivement, quelles sont les visions, les perspectives de votre projet pilote d'ici 5 ans, d'ici 6 ans? Comment est-ce que vous envisagez et entrevoyez ce projet? Est-ce qu'il est d'abord, première question, est-ce qu'il est possible que ce projet puisse être transplanté à d'autres communautés? Est-ce que ce sera l'exclusivité uniquement de la communauté de Tayab? Est-ce que vous envisagez ça dans vos pensées? Bien sûr, nous envisageons de dupliquer le projet, mais maintenant, nous ne pouvons pas le dupliquer à une plus large échelle. Si ça ne dépend pas de nous, nous ne sommes pas une grande organisation. Peut-être c'est maintenant à l'État de voir comment ils peuvent prendre le modèle pour le dupliquer dans d'autres villages. Le projet est là. Il suffit de demander et on donne toutes les méthodes à faire. Mais je dis aussi, dupliquer, ce n'est pas du copier-coller, comme j'ai toujours eu l'habitude de dire. Vous ne pouvez pas prendre un projet comme celui-ci et aller l'implanter au nord, on ne va pas réussir. Donc, il faut déjà faire l'étude de terrain pour voir si... Parce que chez nous, on va dire Moabi et Sou, peut-être dans d'autres communautés, peut-être Béti ou bien Bamleke, il faudrait cibler des espèces qui donnent facilement de l'argent et tout. Donc, le projet, là, il est duplicable. Alors, vous avez évoqué un aspect très important, celui de la patience. Et vous êtes jeune et la plupart de vos pères ne brillent pas également parfois par cette vertu qui est celle de la patience. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourrez, par exemple, leur donner en ce qui concerne effectivement ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourraient être tentés de venir vers vous? Est-ce qu'il faudrait peut-être leur dire la vérité, leur faire comprendre que ce projet nécessite, au-delà de tout également, de la part du travail et de la patience? Oui. Ce que je peux dire à tous ces jeunes, c'est patience, courage et persévérance surtout. Parce que on ne peut pas planter aujourd'hui, on attend récolter demain. Donc il faut au moins 1 an, 6 mois, ça dépend de ce qu'on met sous terre. En fait, il faut être patient, il ne faut pas se laisser atteindre par la fatalité, tout se dire que non, parce que j'ai eu mes diplômes, je ne fous rien, il faut peut-être que je cherche à partir et tout. Il faut être patient. Il faut être patient et se donner surtout les moyens, surtout les moyens d'atteindre cette patience-là. Et il faut aussi beaucoup de travail. On ne se lève pas le matin pour aller cueillir un cacao. Donc, il faut beaucoup de travail, se donner beaucoup de travail. Alors, Flore, on va finir peut-être par là. Lorsque vous regardez les chaînes de télévision aujourd'hui et que vous voyez ces jeunes qui ont sensiblement votre âge affréter les plages italiennes de Lampedusa à la recherche d'un mieux-être ailleurs, alors qu'il y a des terres, alors qu'il y a des projets comme ceci, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que ces jeunes sont inconscients? Est-ce qu'ils vivent l'illusion? Ou peut-être parce qu'à un moment donné, on ne leur a pas assez sensibilisé sur les valeurs, par exemple, que constituent la terre et l'agriculture? Le seul mot que je peux dire, c'est le désespoir. Le désespoir, moi, je ne peux pas les juger. Moi, je ne peux pas les juger par rapport à ce qu'ils font. Mais je me dis aussi que l'État n'a pas donné assez de moyens à ces jeunes. Parce que quand on entend des discours comme rentrer au village, aller cultiver la terre, on ne se lève pas le matin pour cultiver la terre. Il faut au moins le minimum. Les semences, là, ça s'achète. Il faut au moins le minimum. Donc, il faut que l'État encourage ces jeunes vraiment. Si c'est la terre, si un jeune décide qu'il retourne au village pour travailler la terre, il faut que l'État l'encourage. Il faut des programmes pour offrir à ces jeunes, ne serait-ce que des semences. Donc, il faut commencer par là. Et à ces jeunes aussi, je peux leur dire que là-bas, ce n'est pas toujours l'Eldorado. Moi, je suis allée à Paris, j'ai vu des Noirs qui dorment dans la rue, qui braisent le maïs et les châtaignes dans la rue. Moi, c'est des choses qui me font honte parce que déjà, moi, chez moi, je ne vois plus trop les gens faire certaines choses qu'ils font en Europe. Donc, si c'est cette vie qu'il faut aller maintenant en Europe, alors je dis mieux vaut rester chez soi. Ce n'est pas la solution. Il faut trouver des moyens. Il faut faire travailler les ménages. Ce n'est pas toujours l'agriculture. Quelqu'un d'autre peut décider dans l'élevage, quelqu'un d'autre peut décider peut-être dans la couture, quelqu'un d'autre peut décider dans la coiffure. En fait, il faut choisir un moyen où tu te sens à l'aise, où tu peux faire ce qui te plaît d'abord et ce qui peut te générer des revenus. Et puis après, l'Europe sera pour toi peut-être aller en vacances et tout et revenir. Ouais, parce que pour le cas d'espèce de Flore, certainement, vous n'envisagez pas de tenter le risque de l'immigration? Non, jamais. Jamais. Vous vous sentez bien au Cameroun? Je me sens bien ici. Attends, pourquoi aller vivre dans un pays où je souffre? Je préfère encore souffrir dans mon propre pays. Ici, je mange tous les jours. Je ne dors pas dans la rue. Pourquoi aller me mettre un matelas en plein froid dans les rues de Paris? Mais non,
Je préfère rester ici et travailler ma terre. Nous, on croyait que, comme d'habitude, nos projets, c'est seulement les mensonges. On promet, mais on ne réalise pas. Alors, je pense que c'était en juin que l'argent est venu. Et les femmes se sont précipitées. Tu sais que la gourmandise des femmes, c'est sur l'argent. On s'est précipité pour prendre cet argent. Et on donnait l'intérêt à 10%. Ça m'a aidé à abattre mon champ. Ce champ-ci? Non, pas celui-ci. C'est en brousse. J'ai mis les drageons, la bananerie. C'est... D'autres sont en maturité, mais d'autres ne sont pas encore en maturité parce que tout ça ne donne pas au même moment. Donc, moi, j'ai trouvé ça mieux parce que ça me facilite maintenant de payer la pension de mes enfants. Vraiment, ces projets peuvent aider les jeunes si ça pique sur le travail. Parce que ça paye énormément. Par exemple, le cacao, si on plante bien le cacao, on ne regrette rien. Le cacao, tu vois. Le sabotier qu'on parle maintenant là, ça rapporte maintenant, il y a les gens qui quittent au Gabon pour nous payer les prix. Et ça améliore le quotidien des villageois? Ça améliore beaucoup, beaucoup le quotidien des villageois. Mais seulement on ne savait pas comment même planter. Maintenant que les jeunes là sont venus nous apprendre, vraiment comment ça va, que ça va. Vraiment, le Cameroun était un beau pays. Actuellement, moi je suis un jeune, mais je n'ai jamais voulu aller là-bas, même si l'occasion se présentait. Parce qu'ils se disent que l'Europe c'est le paradis, c'est la belle vie. Mais ils ne savent pas que même là-bas aussi, il y a de la pauvreté. Il y a aussi des diplômés qui chôment là-bas. Bon, je ne peux pas comprendre comment un jeune Camerounais, bon, qu'il soit diplômé ou pas, bon, il est toujours tenté par l'aventure. Bon, je ne peux pas comprendre. Mais le Cameroun, on peut travailler dans notre pays et développer aussi notre pays. Merci Flore, nous avons été vraiment très heureux de ce que vous nous avez reçu ici dans votre verger, dans le village Tayap. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur votre chaîne de télévision dans le cadre du programme Le Monde ici. Le monde est un village.